Bonjour et bienvenue, ou devrais-je dire bonjour et bienvenue, à la gare centrale de Montréal, la gare centrale de Montréal. Aujourd'hui, nous prenons le train de nuit Océan de Via Rail vers Halifax, côte Est. Nous voyagerons dans un wagon-lit château de Via des années 1950 vers la Nouvelle-Écosse pour une incursion dans le passé. La gare centrale de Montréal est le principal hub ferroviaire, desservant les trains de banlieue, interurbains et longue distance d'Exo et Via Rail. La deuxième plus occupée au Canada, la gare centrale de Montréal dessert un peu moins de 11 millions de passagers par an, juste derrière Toronto et ses 72 millions. La gare n'offre pas grand-chose en termes d'apparence. L'extérieur ressemble plus à un bâtiment utilitaire ou à un parking, et il est presque impossible de le distinguer en tant que gare. L'unique signe d'une gare à l'intérieur est celui d'une gare ferroviaire. Le panneau Via Rail et National Canadien est à l'intérieur. L'intérieur est un peu mieux. Le hall principal couvre un pâté de maisons entier, avec quelques fenêtres pour la lumière naturelle. Dans les couloirs de l'espace principal, les passagers trouveront des boutiques, restaurants et accès vers divers points d'entrée de la gare. Au centre du hall principal se trouve le tableau des départs, et tout en bas se trouve notre train, le Via Rail numéro 14, l'Océan. Avant l'embarquement, les passagers en couchette seront appelés à ce bureau pour l'enregistrement, recevoir leur bracelet et réserver le dîner. Avec 1 heure avant l'embarquement, nous avons du temps à tuer. Notre billet couchette inclut l'accès au salon de la classe Affaires de Montréal, situé à l'extrémité ouest de la gare, près des voies 17 et 18. Le salon est simple, mais un lieu paisible et confortable pour attendre le départ. Il y a beaucoup d'options de sièges, avec des prises pour charger partout. Une sélection de boissons, dont café, thé, soda, jus et eau, est offerte aux passagers en classe affaires et couchette. Via ne propose pas de nourriture dans ses salons, mais le dîner sera servi rapidement après le départ. Donc, pas d'inquiétude de faim. Nous aimons tous voyager maintenant. Partir de chez soi est parfois nécessaire pour se détendre. Partir de chez nous ne signifie pas renoncer à son confort. Je suis donc heureux de présenter notre sponsor du jour, Surfshark VPN. Grâce à des sponsors comme Surfshark, je peux partager avec vous des expériences incroyables, comme le voyage à venir. Voyager est cher, mais grâce aux sponsors, je peux enrichir mon contenu et vous faire voyager via mon fil YouTube. Avec Surfshark, grâce à leur VPN, votre maison est à un clic, situant votre appareil partout dans le monde. Imaginez que vous soyez à l'autre bout du monde, et que YouTube indique qu'une vidéo n'est pas accessible depuis ce pays. Il suffit d'activer votre VPN Surfshark. Choisissez votre pays d'origine, et vous serez rapidement en ligne, profitant de votre contenu favori. Et avec plus de 3200 serveurs dans plus de 100 pays, il y a toujours une connexion rapide et sécurisée juste à côté. Surfshark crypte vos données personnelles sur tous vos appareils, assurant votre sécurité sur les réseaux publics. Surfshark, l'un des meilleurs VPN, offre actuellement 3 mois gratuits supplémentaires. Avec une garantie de remboursement de 30 jours, l'essayer n'a jamais été aussi simple. Scannez le code QR avec votre téléphone et utilisez le code Lone Star lors du paiement, via le lien à l'écran ou dans la description ci-dessous. Merci à Surfshark VPN, retour à l'océan maintenant. Après un moment dans le salon avec des boissons offertes, l'enregistrement pour le train 14 est annoncé. La queue est longue, et lorsque nous obtenons notre bracelet et carte de dîner, l'embarquement depuis la voie 13 est sur le point de démarrer. Après un rapide contrôle de notre billet, nous descendons les escaliers roulants pour voir l'océan pour la première fois. Nous logerons dans la voiture 40 chambre 4, une couchette dans l'un des wagons-lits château de Via. La couchette diffère considérablement de celle d'Amtrak. Avant de quitter Montréal pour Halifax, examinons rapidement ses caractéristiques et fonctionnalités. Notre périple débute en traversant le Saint-Laurent vers le nord-est de Montréal. Empruntant l'autoroute 20 via Drummondville, les voies s'éloignent légèrement de l'autoroute, longeant l'océan. Nous traversons les terres agricoles canadiennes jusqu'à Québec, en repassant le fleuve Saint-Laurent. Les voies suivent le fleuve Saint-Laurent jusqu'à Mont-Joli, avant que notre train ne se dirige vers la Nouvelle-Écosse. Le matin du deuxième jour, nous traversons la nature sauvage du Nouveau-Brunswick avec une halte à Campbellton. Bathurst, Miramichi et Moncton sont traversés le matin. L'océan vers la Nouvelle-Écosse est franchi vers 14 heures. Amherst et Truro sont nos seuls arrêts intermédiaires en Nouvelle-Écosse avant de nous arrêter à Halifax. Amherst et Truro sont nos seuls arrêts intermédiaires en Nouvelle-Écosse avant de nous arrêter à Halifax. Nous ferons 842 miles en wagon-lit lors de notre périple canadien durant environ 21 heures et 51 minutes.
L'embarquement se termine un peu avant 7 heures, et pile à l'heure, l'océan quitte Montréal. L'embarquement se termine un peu avant 7 heures, et pile à l'heure, l'océan quitte Montréal. Juste devant notre fenêtre, les voies du REM ou Réseau Express, Express Montréal, la dernière ligne de métro nord-américaine. Le REM dessert actuellement 5 stations entre le centre de Montréal et la banlieue de Brossard. Des plans prévoient la construction de 26 stations, 3 lignes secondaires couvrant 42 miles de voies. Juste après le centre de Montréal, l'un des dépôts de l'exo-train de banlieue est situé. Sur l'une des voies éloignées se trouvent 5 des nouveaux wagons CRRC d'Exo, commandant 36 wagons et 8 voitures de commande. Ceux-ci remplaceront les vieux wagons à 2 niveaux de bombardier et complémenteront leur flotte actuelle de voitures à plusieurs niveaux. Presque immédiatement après avoir quitté Montréal Central, nous traversons le fleuve Saint-Laurent via le pont Victoire. Le pont Victoire est particulièrement cool car il dispose d'une déviation ferroviaire autour de l'écluse Saint-Lambert. La déviation ferroviaire vers le sud permet à l'écluse de fonctionner tout en offrant un passage pour que voitures et trains traversent la rivière. Nous avons un peu de temps avant notre réservation pour le dîner, alors jetons un coup d'œil à cette chambre historique. La partie chambre de chaque wagon-lit de château est agencée avec une chambre de chaque côté d'un couloir au centre du wagon. Chaque wagon-lit de château comprend des chambres de chaque côté d'un couloir central. Les numéros de chambres sont indiqués sur des plaques au plafond. En regardant en bas, quelque chose change immédiatement. Il y a des escaliers pour monter à notre chambre. Le château a des chambres décalées, dont nous examinerons la raison sous peu. En ouvrant la porte coulissante, nous pouvons monter et entrer dans notre chambre des années 1950. 4. N'inclut pas de fenêtre donnant sur le couloir, ce qui est idéal pour la vie privée. L'âge de ce wagon est évident, car le verrou de la porte nécessite beaucoup de force pour se fermer correctement. Les chambrettes sur via mesurent 1,98 m de long et 1,10 m de large, ce qui représente un total de 2,14 m² de surface. C'est un espace limité, mais suffisant pour une personne pour être à l'aise. En regardant autour, la pièce paraît historique, comme si elle était restée intouchée depuis son utilisation avec le Canadien Pacifique. Chaque compartiment diurne comprend un large siège et un repose-pied. Le siège est tout juste correct, pas assez confortable pour un voyage de 21 heures. La tapisserie et une partie de l'intérieur ont été rénovées lors de l'achat par Via de ces voitures en 1978, mais elles semblent inutilisées depuis longtemps. Cependant, il ne semble pas qu'elle ait été utilisée depuis longtemps. Les accoudoirs sont intégrés au dossier du siège, et bien qu'il y en ait 2, j'ai trouvé plus confortable de lever le côté allée, avec un oreiller sur le côté fenêtre pour m'appuyer. 2 oreillers confortables et des guides en français et anglais sur l'océan sont sur le siège. Les guides incluent des points d'intérêt et paysages notables durant notre voyage, avec une carte indiquant l'emplacement approximatif de chaque site. Une petite table avec 2 bouteilles d'eau et des serviettes se trouve à côté du siège à l'entrée. Un casier de rangement est au-dessus de la table. D'environ 26 mètres de profondeur, il peut contenir des objets personnels de petite taille. 2 porte-manteaux, un ventilateur et un lit se trouvent le long des murs à côté et derrière le siège. En tournant la poignée centrale, le lit se déploie du mur. La couette est de bien meilleure qualité que le reste de la pièce, et nous examinerons le lit réel une fois la nuit tombée. On trouve également à l'entrée un kit de douche. Le kit est très basique, avec juste une serviette, un savon et du shampoing, mais c'est certainement mieux que rien. De plus, le sac Verail est un joli souvenir de nos voyages. Nous trouverons également quelques-uns de nos articles préférés dans la chambre, tels que notre... Mes favoris dans la chambre sont indubitablement les commandes situées entre la porte et la coiffeuse. Les interrupteurs de lumière et de ventilateur, de pure bascule mécanique, sont très satisfaisants à utiliser.
Il ne contrôle certes que les lumières et la ventilation, mais ce claquement tactile est unique. Les deux prises de la pièce sont sous les interrupteurs. Le bouton de contrôle de température est au-dessus des interrupteurs, et la bouche d'aération au plafond régule l'air du système de climatisation de la voiture. Chaque compartiment a aussi une petite salle de bain avec lavabo, coiffeuse et toilette. Au-dessus d'un porte-gobelet et un miroir, il y a la lumière du miroir. Sur l'étagère sont des serviettes, du savon, du papier toilette supplémentaire et une boîte de mouchoirs. Un robinet pour l'eau potable se trouve au milieu de la salle de bain. À côté du robinet se trouve un bouton pour quelque chose. Il ne voulait pas tourner malgré mes efforts. Si vous savez à quoi cela sert, dites-le moi dans les commentaires. Le lavabo de la chambre se replie contre le mur, les robinets d'eau chaude et froide fonctionnent bien, l'eau s'écoule du bassin une fois que le lavabo est remis en position verrouillée. Les toilettes sont sous le repose-pied de la salle de bain. C'est une installation fonctionnelle, mais je n'ai pas l'intention de l'utiliser. J'ai préféré utiliser les toilettes spacieuses, situées à l'extrémité du wagon. Les toilettes de la salle de bain ont un bouton de chasse d'eau, mais au-dessus du repose-pied se trouve un panneau plutôt inquiétant. L'avis demande aux passagers de ne pas tirer la chasse d'eau pendant qu'ils sont en gare, ce qui implique que ces toilettes sont toujours un système sans rétention, ce qui est dégoûtant. Pour ceux qui ne le savent pas, une toilette sans rétention déverse directement les déchets sur les voies ci-dessous, au lieu de transférer les déchets dans un réservoir de rétention à bord. J'espère certainement que ce système a été mis à jour, mais ce panneau me laisse des doutes. Dans chaque compartiment pair, l'espace de rangement principal est au-dessus du mur avant. Malgré la courbure du toit, il y a amplement d'espace pour mon grand sac à dos, mon sac d'appareil photo et ma valise à main. Pourquoi des escaliers mènent à notre compartiment? Pour loger plus de pièces dans un espace réduit, Bud a opté pour un agencement vertical des pièces. Cela rapproche chacun, augmentant la capacité de 6 à 8 pièces. En visitant une pièce à numéro impair, on remarque sa différence. Le lit est rangé sous une autre pièce, glissant lorsqu'il fait nuit. L'espace de rangement a été déplacé du plafond sous le lit. Cette configuration, appelée chambre duplex, est empruntée aux cartes de couchage Slumber Coach de Bud, qui comprenaient 24 duplex et 8 lits doubles. En regardant les dormeurs du passé, comme le Pacific Union de la semaine dernière, nous voyons à quel point cela ressemble à ceux de l'époque. Le siège est quasi identique, l'agencement de la salle de bain aussi, et sans la marque VIA, vous pourriez croire que ce wagon et notre chambre sont restés intacts depuis leur fabrication. Notre visite de la chambre se termine au moment où notre réservation pour le dîner est appelée. La voiture restaurant de l'océan est centrée dans le train contrairement à notre chambre, elle se trouve dans un wagon de la Renaissance de VIA. Nous arrivons quand les tables sont prêtes pour le dîner, et le préposé à la voiture nous installe à une table de 4, qui se remplit vite avec l'arrivée d'autres passagers. Le dîner avec VIA est un repas en 3 plats. Le repas débute par une super salade, suivi d'un plat et d'un dessert. Le dîner aujourd'hui comprend du brisket barbecue, du cabillaud, du poulet basque et du paner tikka masala. J'ai choisi la salade de poires et fromage de chèvre en entrée, puis le brisket en plat principal, recommandé par notre accompagnateur de voiture. Comme pour tout bon repas en 3 plats, le dîner commence par un petit pain chaud. Notre salade de poires et fromage de chèvre arrive peu après. Bien qu'un peu petite, la salade est délicieuse. La poire est douce et tendre, une saveur complétée par la riche vinaigrette balsamique et le fromage de chèvre doux. VIA commence certainement l'expérience culinaire en force. Alors que nous terminons notre apéritif, notre ingénieur pousse les vitesses de plus en plus haut, atteignant un pic de 87 miles par heure,
un arc-en-ciel apparaissant à l'horizon. Le plat principal arrive ensuite. Un brisket de bœuf barbecue accompagné de macaroni au fromage et de choux de Bruxelles rôtis au miel. Le plat principal est incroyable. Le brisket est juteux et tendre et la sauce barbecue est douce, acidulée et délicieuse. Le macaroni au fromage, avec son goût salé, est un bon accompagnement pour le brisket et sa sauce sucrée. Les choux de Bruxelles ne correspondent pas tout à fait au reste du plat. Ils sont un peu du côté mou, mais la saveur est un excellent mélange de sucré et salé. En dessert, pour conclure notre dîner, on nous offre une part de gâteau au citron. L'apéritif et le plat principal avaient placé mes attentes très haut pour le dessert. Cependant, celui-ci a manqué la cible de beaucoup. C'était certes bon, au citron doux, et un glaçage au fromage à la crème. Mais en vue de ce qu'Amtrak offre en dessert sur ses trajets longue distance, j'espérais un gâteau plus agréable que plat. Globalement, le dîner sur l'océan a obtenu un 8 sur 10. L'entrée et le plat principal étaient délicieux, mais le dessert laissait à désirer. Notons que lors de notre deuxième arrêt à Saint-Hyacinthe, les repas sur via sont traiteurs, non cuisinés sur place. La nourriture est délicieuse, mais c'est à considérer dans le grand schéma des choses. Si vous aimez notre aventure océanique, pourquoi ne pas vous abonner? C'est gratuit et soutient vraiment la chaîne. Je souhaite aussi exprimer ma profonde gratitude et remercier mes mécènes et les membres de ma chaîne. Vous êtes tous extraordinaires, merci infiniment pour tout, je l'apprécie. Je ne peux pas assez vous remercier pour votre incroyable soutien. Pour voir votre nom dans la vidéo ou simplement soutenir la chaîne, cliquez sur les liens dans la description ci-dessous. Le dîner terminé, nous retournons à notre couchette. Le château dormeur est l'un des 2 wagons-lits fabriqués par Bud, actuellement exploité par le chemin de fer canadien. Chaque château dormeur est nommé d'après un célèbre explorateur ou administrateur des premières colonies franco-britanniques. Notre wagon-lit porte le nom de François-Pierre Regaud, le dernier gouverneur de Montréal, sous le régime français. En plus des 8 chambres duplex, les wagons-lits châteaux comprennent 3 chambres doubles, une chambre triple simple et 3 ensembles de couchettes. Les couchettes sont de loin les plus différentes des 4 types d'hébergement. Un canapé est fourni aux passagers pendant la journée pour s'asseoir. La nuit, les 2 canapés se transforment en un lit inférieur. Une deuxième couchette supérieure se replie du plafond. Les couchettes offrent un hébergement à plat et des repas sans frais sur Via Rail à un coût modique. Ils ne sont pas équipés d'un lit double et n'incluant pas de prise. Préparez-vous à vous passer d'électricité. Entre les couchettes et les chambrettes se trouvent les chambres. La chambre A est le logement triple, avec les chambres B et C les suites doubles. Dans la chambre A, on trouve les mêmes guides de voyage, serviettes et bouteilles d'eau offertes. Des commandes semblables à celles de notre chambre sont près de la porte. Les commandes incluent les lumières du plafond, du canapé, de lecture et l'interrupteur du ventilateur, tous activés par les mêmes bascules. Le design unique comporte 2 des 4 prises en bas de la pile et les commandes de ventilation en haut. La chambre triple dispose de 2 placards et d'un espace pour les bagages au-dessus de la salle de bain. Le plus petit placard est au-dessus du canapé, le plus grand derrière la porte. À l'intérieur, il y a 2 cintres et beaucoup d'espace pour les effets personnels. Un grand placard en chêne est initialement sur le sol. Pour plus d'espace, il y a du rangement au-dessus de la salle de bain et sur le sol. Il est clair en observant le canapé et les chaises qu'ils ont été retapissés récemment. Le canapé a les mêmes accoudoirs intégrés que notre couchette, bien que le côté droit semble assez large pour 2 personnes, permettant à tous les 3 passagers de s'asseoir ici en même temps. Bien que la pièce soit pour 3, 2 chaises supplémentaires sont présentes. Ces chaises, contrairement à celles d'Amtrak, ne sont pas fixées au sol ou au mur, donc déplaçables à volonté. La nuit, le canapé se transforme en premier lit. Le deuxième se déroule du mur près de la fenêtre, et le troisième descend du plafond pour compléter les 2 autres. Voici la pièce avec 2 des 3 lits en place. Une coiffeuse et une salle de bain attenante sont en face de la fenêtre. Voici à quoi ressemble la pièce avec 2 des 3 lits installés.
Voici à quoi ressemble la pièce, avec 2 des 3 lits installés. Au sommet de la coiffeuse se trouve un porte-gobelet vide qui porte curieusement la marque de Dixie Cups. Des serviettes supplémentaires pour le visage et les mains sont disposées près du porte-gobelet et sur l'évier en dessous. L'évier, doté d'un couvercle repliable, peut servir à la fois de table et d'évier. Déplier le couvercle ouvre la cuvette. Il est assez grand, avec un robinet principal et un pour l'eau potable. Le lavabo, doté d'un robinet normal et un pour l'eau potable, et 3 kits de douche par passager accrochés à la porte, est assez singulier. Derrière cette porte, la salle de bain attenante. Il y a un toilette, un porte-manteau et une lumière à l'intérieur, mais pas de douche. Contrairement à Amtrak, les chambres châteaux et manoirs de Via n'incluent pas de douche attenante. Chaque voiture possède une seule installation communale. Pour trouver la douche, sortons de la chambre, descendons le couloir jusqu'à l'espace entre les chambres et les couchettes. Entrez et sautez dans la douche, nous reviendrons vers la partie sèche. Le côté sec n'est pas grand, juste suffisant pour se changer, mais difficile d'en faire plus. Un tabouret, une poubelle et un distributeur de serviettes avec des rails pour éviter que les affaires ne glissent sont présents. En ouvrant la porte dépolie, on découvre la cabine de douche. C'est un peu plus petit que le côté sec. La pomme de douche fixe m'oblige à me baisser pour me laver la tête. Les commandes diffèrent de ce que je connais. Les passagers activent le flux d'eau en appuyant sur le bouton du haut et règlent la température avec le bouton du dessous. La cabine manque d'espace pour une barre de savon ou du shampoing. Préparez-vous à ouvrir la porte au moins une fois sous la douche. Les douches de train sont correctes. C'est à peu près au même niveau que les douches du Superliner 2 d'Amtrak, bien que les Superliner 1 rénovés et les Viewliner 2 soient beaucoup plus agréables que ceux-là. Une fois propre, nous avons du temps à perdre avant notre premier arrêt fumeur vers Halifax. La voiture salon est idéale pour attendre. La voiture salon, ou voiture de service comme l'appelle Via, est encore une autre voiture de la Renaissance, avec quelques tables debout, quelques ensembles de sièges et un snack bar pour les passagers. La voiture salon est également la seule voiture de tout le train. La voiture salon, unique dans le train, dispose du Wi-Fi. Nous approchons de Saint-Foy, le premier de nos 3 arrêts fumeurs vers le nord. En descendant les marches, nous apercevons pour la première fois le train pour Halifax. 5 voitures, Bud en acier inoxydable, se situent à l'arrière du train 14. 3 sur 5 sont des couchettes château, avec une voiture devant et un wagon à bagages derrière. De l'extérieur, le décalage des couchettes est super visible. D'ici, nous pouvons également voir que les pièces du bas ont une fenêtre légèrement plus grande. Il est curieux qu'il y ait une différence, bien que je ne sois pas sûr pourquoi. C'est l'heure d'un peu d'histoire sur ces entraîneurs. Bud a construit les couchettes de la série Château pour le chemin de fer canadien-Pacifique en 1954. Un total de 29 voitures Château ont été construites. Une petite partie des 173 voitures commandées pour les services transcontinental canadiens et Dominion. Avec la baisse de la demande de passagers à la fin des années 60 et au début des années 70, le Canadien Pacifique a supprimé plusieurs trains de son service. En 1978, Via Rail a acquis toute la flotte de voitures en acier inoxydable. Actuellement, les 29 voitures Château opèrent sur l'océan le Canadien et de Winnipeg à Churchill. J'ai mentionné voiture Renaissance dans la vidéo sans pour autant expliquer ce que c'est. Maintenant que nous pouvons en voir une de l'extérieur, il est temps d'expliquer. Les voitures Renaissance, flotte construite par Métro Chameau dans les années 1990, étaient destinées au service Étoile de nuit. Le Étoile de nuit devait être un train nocturne reliant le Royaume-Uni et l'Europe via le tunnel sous la Manche. Les voitures, basées sur le coach britannique Mark IV et construites selon le gabarit de chargement britannique, possédaient une carrosserie robuste répondant aux normes européennes. Il est évident que le coach de transition et le coach Bud sont bien plus petits que les coachs standards. Les coachs Bud ont à peu près la même hauteur qu'un matériel roulant standard nord-américain. Bien que leur plancher soit à peu près à la même hauteur, le corps réel du coach Bud est beaucoup plus grand, se tenant à environ 1 pied au-dessus de la flotte Renaissance. La flotte Renaissance est aussi éclipsée par les coachs Bud. Avec une largeur de 10 pieds et 3/8, les coachs Bud sont plus larges d'1 pied que les Européens. Au loin, nos coachs de tête dépassent largement la plateforme. L'Ocean est contraint de faire 2 arrêts de fumée en raison de sa longueur excessive. J'aimerais rester dehors toute la nuit et admirer notre train,
Mais il nous reste encore environ 14 heures avant d'arriver en Nouvelle-Écosse, il est donc temps de remonter à bord. En quittant Saint-Foy, notre train recule sur le fleuve Saint-Laurent, nous permettant de continuer vers le nord sur les voies dont nous venons de nous séparer. Nous reprenons le bon chemin, mais incertains de maintenir le rythme. Notre accompagnateur de voiture a transformé notre compartiment en couchette, le lit occupant désormais toute sa longueur. Derrière le lit, une lampe de lecture et un petit sac pour effets personnels sont trouvés. Le lit lui-même est assez confortable. La couette est assez épaisse et chaude. La literie est douce et l'oreiller est moelleux. Mais il y a un problème flagrant. La longueur. Je mesure 1,90 m et le lit fait 1,80 m. Avec un oreiller ajouté qui prend 1 à 2 pouces, mes pieds dépassent largement du cadre métallique du lit. Malgré la longueur suffisante du lit pour ma taille, mes pieds touchettent le mur du fond, rendant la position de sommeil inconfortable. Malgré mes préoccupations, cela devra faire l'affaire pour ce soir. Alors je me suis mis à l'aise et j'ai éteint les lumières pour une bonne nuit de repos. Un ciel brumeux nous accueille le lendemain matin. Bien que j'ai dormi, ce n'était pas bien. Il s'avère que les lits de la couchette sont super rebondissants. Associez-le à une piste peu éblouissante, et vous ressentez beaucoup de mouvements verticaux en tentant de vous endormir. Au moins, j'ai pu me reposer un peu, et l'attrait de l'océan était toute la motivation dont j'avais besoin pour commencer le deuxième jour. Le premier arrêt du jour 2 est une pause cigarette à Campbellton, Nouveau-Brunswick. Dehors, les eaux de la Restigouche défilent. Le pont J.C. Van Horn se dévoile tandis que nous ralentissons. La porte du véhicule de service s'ouvre, déployant les escaliers pneumatiques de leur compartiment. Ok, plus d'histoire sur la flotte de la Renaissance. Alors, comment VIA a obtenu ces autocars européens? Eh bien en 2000, le concept étoile de nuit a été abandonné, laissant presque toute la flotte d'autocars sans domicile. Au même moment, Via Rail a été abandonné. Via Rail cherchait à agrandir sa flotte, et après une série de tests et d'évaluations, a choisi d'acheter tous les 139 autocars étoiles de nuit terminés et inachevés. Les autocars ont été envoyés au Canada pour modification chez Bombardier à Tonnerre-Court, avant leur mise en service en 2002. Des 139 voitures achetées, seulement 106 ont été mises en service. Les 33 autres ont été stockées. La flotte Renaissance a l'air fantastique, même si elle a connu de sérieux problèmes mécaniques au fil des ans. Je ne sais pas. Je suis habitué au matériel roulant nord-américain en acier inoxydable. Les carrosseries lisses et arrondies de ces voitures sont un changement appréciable. La voiture de transition, avec la majorité des équipements inférieurs enlevés, offre un bon aperçu des 3 énormes disques de frein sous le coach. De retour à bord, c'est l'heure du petit déjeuner. Le petit déjeuner sur l'océan est proposé sur la base du premier arrivé, premier servi. Le petit déjeuner propose aujourd'hui œufs brouillés, crêpes ou smoothies, j'ai opté pour les crêpes. L'aspect merveilleux de la restauration chez VIA est la variété quotidienne de ses menus. Imaginons que vous allez à Halifax par l'océan, y séjournez quelques jours et revenez en train. Vous profiterez d'une variété distincte et savoureuse d'options culinaires. Le petit déjeuner comprend une tasse de café, 4 tranches de pain grillé et du jus d'orange. Le toast est déjà beurré, donc il est prêt à être mangé dès qu'il arrive. En attendant notre plat principal, nous pouvons aller au wagon-restaurant. Le wagon-restaurant est principalement dédié aux tables à manger, avec un espace service limité pour les accompagnateurs de voitures. La préparation des repas se fait désormais dans les voitures de service à chaque bout, avec une petite cuisine pour chaque demi-wagon. Chaque voiture comprend un total de 7 tables pour 4 personnes, et 7 pour 2, permettant une capacité maximale de 42 passagers. Hélas, les sièges à chaque table sont confortables pour seulement 20 minutes environ. Le coussin se dégonfle rapidement.
Nos crêpes délicieuses arrivent en quelques minutes. Les crêpes garnies d'ananas caramélisées, noix de pécan et graines de citrouille sont servies avec 3 saucisses de dinde, des fruits frais et du sirop d'érable. Les crêpes sont délicieuses. Elles sont légères et sucrées, malgré la distraction de la montagne de fruits secs. Ce n'est pas que je n'aime pas l'ananas séché et les noix de pécan. J'aurais juste voulu plus de crêpes et moins d'accessoires. Les fruits frais sont croustillants et les saucisses de dinde apportent une touche salée au petit déjeuner sucré. Je noterais ce petit déjeuner 9 sur 10. Le plat entier était délicieux et si le ratio de crêpes aux fruits secs avait été plus élevé, nous aurions peut-être été en territoire de score parfait. Une excellente manière de débuter la journée. Le brouillard matinal s'est dissipé avec l'apparition du soleil, malgré une couverture nuageuse persistante jusqu'en après-midi. C'est à ce moment-là que j'ai vérifié l'horaire pour voir où nous en sommes, pour découvrir que nous avons maintenant 1h30 de retard. Notre vitesse réduite à cause des restrictions de chaleur, le déficit allait certainement augmenter. J'ignorais ce que Mère Nature préparait pour la suite de notre voyage. Revenant à notre cabine, une chambre est libre. Jetons un coup d'œil à la chambre double. La chambre C, une des plus importantes de la maison, a 3 lits doubles en couchette de château. Les commodités sont assez similaires à la chambre triple que nous avons vue plus tôt, mais avec 2 chaises au lieu d'un canapé d'un côté. En entrant, les passagers découvrent un casier de rangement et un porte-vêtements dans la chambre. Un espace de rangement supplémentaire pour quelques valises se trouve au-dessus de la cabine de salle de bain. L'interrupteur et le bouton d'appel de l'assistant sont près de la coiffeuse. Leur alignement rend leur localisation facile. C'est drôle de manipuler tous les interrupteurs à la suite, comme pour démarrer un jet. Le contrôle du ventilateur et 2 prises sont situés sous les interrupteurs de lumière. Dans sa configuration diurne, la chambre double ne comprend que 2 chaises, toutes 2 retapissées avec du cuir brun et gris. Les chaises semblent confortables, mais je ne suis pas sûr pour les longs trajets. Leur nature mobile signifie qu'elles peuvent être déplacées pour faire face à la direction du trafic. La nuit, le lit inférieur se déplie du mur. Le supérieur descend du plafond pour le rejoindre. Sur le mur opposé se trouvent la coiffeuse et la cabine de salle de bain. Le casier du dessus contient des serviettes pour les mains et le visage. En dessous se trouve un miroir triptyque avec un lavabo. Le lavabo a le même couvre-table que la chambre triple. Les 2 robinets fonctionnent bien avec beaucoup de pression dans le robinet d'eau potable. La cabine de salle de bain est identique à la chambre triple avec un toilette, du papier toilette et 2 kits de douche. La chambre double coûte 50% de plus que la couchette pour les voyageurs seuls, soit $700, $460 pour le voyage. Ce n'est pas beaucoup plus cher pour l'espace supplémentaire et une salle de bain privée, bien que l'absence de douche privée me fait réfléchir à 2 fois. De plus, j'aime assez le charme d'une vieille chambre. Si, comme moi, vous évitez d'utiliser la salle de bain de votre cabine, des salles de bain complètes se trouvent près des couchettes à chaque fin de voiture. Chaque voiture a une salle de bain standard et accessible. La salle de bain est basique, mais suffisamment grande pour les passagers handicapés. Les toilettes sont en bon état compte tenu de ses nombreux compartiments. Le lavabo fonctionne bien avec beaucoup de savon, de désinfectant pour les mains et de serviettes en papier. Deux prises près du lavabo. L'une est utilisée pour charger le téléphone d'un passager de la couchette. C'est une solution au manque de prise, mais je ne laisserai pas mon téléphone sans surveillance ainsi. Le lavabo est utile pour stocker vos affaires. La verdure canadienne défile par la fenêtre. Notre train approche de Miramichi. Sans que ce soit officiel, j'ai quitté le train pour respirer un peu. L'équipage nous a fait remonter peu après. Allons-y. De Miramichi, on appelle pour notre réservation du déjeuner. Aujourd'hui, pour le déjeuner, nous avons du cassoulet, une tortilla aux lentilles ou des rigatoni à la vodka.
Les pâtes m'appelaient, alors c'est ce que j'ai choisi. En attendant notre repas, une annonce radio a signalé qu'un élan avait été vu à gauche du train. Malgré tous les efforts pour l'apercevoir, l'élan avait depuis longtemps disparu, effrayé par le grondement de notre train. Notre plat de rigatoni avec sauce à la vodka, blettes sautées et fromage parmesan nous est servi rapidement. Comme nos 2 repas précédents sur l'océan, c'était délicieux. La sauce à la vodka était onctueuse et riche, sublimée par le parmesan sur le dessus. Ma seule plainte est que certaines pâtes rigatoni sont devenues trop croustillantes à la première cuisson. Le dessert arrive à la fin du plat principal. Nous offrons aujourd'hui une part de gâteau aux carottes avec glaçage au fromage à la crème. J'aurais quand même aimé quelque chose d'un peu plus formel qu'une part de gâteau, mais cela ne veut pas dire qu'il n'était pas délicieux. Le déjeuner était un 7, 5 sur 10. Je pense que les pâtes auraient pu être plus saucées, mais le goût était excellent. Encore un bon repas de Via Rail. Pendant notre dîner, l'équipage reçoit un message radio. Leur réaction indique que les nouvelles ne sont pas bonnes. Sans que je le sache, la Nouvelle-Écosse a reçu certaines des plus fortes pluies que la province ait connues depuis des décennies. En 24 heures, il a plu plus de 25 cm à certains endroits, provoquant des inondations soudaines dramatiques et forçant l'état d'urgence. Des routes ont disparu, des maisons ont été submergées, et près de Truro, la seule voie ferrée vers Halifax depuis le reste du Canada a été détruite. Les conduits souterrains n'ont pas pu gérer l'énorme quantité de pluie et de débris, provoquant une accumulation d'eau à côté de la voie ferrée. Finalement, le sol n'a pas pu supporter et a cédé, laissant la zone en désordre. Sans chemin vers Halifax, l'équipage a annoncé que notre train s'arrêterait à Moncton, avec des bus qui conduiraient les passagers pour le reste du trajet. Le trajet de Moncton à Halifax est estimé à environ 3h30. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais lorsque j'ai réservé une chambre. Avec toutes les inondations dans le centre-ville de Halifax, je ne voulais certainement pas y aller. J'ai décidé de réserver un hôtel à Moncton, terminant nos voyages à environ 190 miles de cette ville. C'était la première fois que je réservais un hôtel à Moncton, et j'étais timide de notre destination. En revenant dans notre chambre, j'ai emballé nos affaires, notre train s'arrêtant à Moncton à la fin de facto de la ligne. Sac à la main, nous suivons la ligne de passagers hors du train et sortons à Moncton. C'était décevant que ce soit la fin de la ligne. J'avais vraiment hâte d'explorer Halifax, mais avec la Nouvelle-Écosse sous l'eau, nous ne pouvons rien faire. Avec un dernier regard sur le château Rigaud, nous pouvons entrer dans la gare de Moncton où les nombreux passagers attendent leur correspondance. Le train est maintenant prêt à partir pour la gare de Moncton. Devant, les bus chargent les bagages et quelques passagers montent à bord avant le départ. Cette fin soudaine nous permet d'examiner nos locomotives pour la première fois. Aujourd'hui, des EMD F40PH 2S No alimentent l'océan. 6418 et 6402. C'est la première fois que nous voyons un EMD F40PH2 à bord. Nous sommes impatients de voir ce qu'il peut faire. Avec la fin de notre voyage, nous allons conclure la vidéo d'aujourd'hui. Si vous êtes restés, je tiens à vous dire merci. Je sais que c'était une autre vidéo longue, mais avec tant à voir, il semblait injuste de la raccourcir. De plus, mention spéciale à Surfshark VPN. Consultez-les et regardez notre série de vidéos sur Surfshark VPN via le lien ci-dessous. Utilisez le code LONESTAR pour 3 mois gratuits. La semaine prochaine, nous prendrons le Crescent Amtrak de Washington DC à Greensboro en Caroline du Nord. Si vous êtes nouveau,
J'apprécierais que vous cliquiez sur le bouton d'abonnement ci-dessous. C'est gratuit et soutient vraiment la chaîne. Pour soutenir davantage, consultez le Patreon de la chaîne ou devenez membre. Pour voir votre nom dans la vidéo, accéder à des publications exclusives chaque semaine et voter pour les prochaines vidéos, cliquez sur les liens en haut à droite ou dans la description. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir voyagé avec moi. À la prochaine. Sous-titres par la communauté Amara Orc.